Électron Libre, une émission proposée par Claude Farc, votre intervenant sur RCF Besançon. Électron libre, libre comme cette particule qui veut se libérer de l'attraction de son noyau pour voyager à la découverte d'autres mondes. Pour cela, je me suis entouré de personnes déjà intervenant sur les ondes de RCF. J'ai nommé Jean-Paul Grosbois, forestier. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Et puis Gérard Galliot, docteur en sciences naturelles. Gérard, bonjour. Bonjour. Et Jean-Yves Cretin, enseignant-chercheur, spécialiste entomologie. Ex, voilà. Et puis Paul-Marie Guinchard, environnementaliste, ex de l'ADEME. Bonjour. Paul-Marie, vous nous rappelez, c'est la deuxième partie d'une émission sur l'intelligence qu'on dit artificielle. Oui, alors on a parlé d'abord des algorithmes, puis aujourd'hui c'est la pensée numérique. On va essayer d'aborder sur ce sujet-là, avec l'approche intérêt et risque que ces technologies, même si le terme n'est pas forcément parfaitement adapté, compte tenu de ce qui a été dit lors de la première émission, et effectivement, on va essayer de parler alors je mets des guillemets extrêmement épais, de la pensée numérique, de son influence sur nos façons de voir, mais en même temps, on va d'abord commencer par un des risques majeurs, c'est celui de la problématique technologique autour de la consommation énergétique, la consommation des espaces, la consommation du temps aussi, pour les gens. Et donc notre invité aujourd'hui va nous aborder, mais d'abord, merci de vous présenter. Oui, bonjour, merci. Donc, je suis Michael Creboisier, je suis maître de conférence en philosophie à l'université Marie et Louis Pasteur de Besançon. Donc, je suis docteur agrégé en philosophie, spécialisé plutôt en philosophie de l'art et des techniques, et je consacre une grande partie de mes réflexions, disons, à l'effet de l'évolution des techniques sur les productions artistiques et les productions en général de savoir de l'homme. Bien, alors revenons donc maintenant sur notre sujet, effectivement, la problématique, d'abord l'aspect matériel et technique, sur la problématique environnementale, énergie, consommation énergétique, même si aujourd'hui on nous dit que ça reste une part marginale. Est-ce que 5% de la consommation électrique mondiale est une part marginale? Je ne pense pas, et en plus savoir comment il produit cette électricité, ça peut poser des problèmes. Jean-Paul Grosbois, vous voulez dire quelque chose? Je voulais me permettre de vous poser une question. Depuis quand vous êtes un philosophe des sciences, donc on peut dire ça comme ça. Depuis quand vous êtes-vous intéressé à ce domaine du numérique? Et puis est-ce que vous vous sentez proche, par exemple, de Bruno Latour ou de la scientifique belge qui est hélas décédée, j'ai oublié son nom. Ça reviendra. Alors, on va rechercher. C'est une question plutôt biographique. Avant de faire des études de philosophie, j'ai fait un master en infographie 3D. Et donc j'ai aussi une formation, mon premier métier j'étais infographiste dans le cinéma. Et donc mes études de philosophie, bien qu'elles m'ont relancé sur un autre domaine, à la fin en un sens ont convergé. Pas dans ma thèse, mais dans des travaux parallèles, et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui. Et concernant Bruno Latour, alors Bruno Latour était agrégé de philosophie, mais est devenu sociologue, comme beaucoup de grands sociologues. Et la difficulté que j'ai avec Bruno Latour, c'est précisément qu'il mobilise une grande partie de la philosophie française, et pas seulement, et anglo-saxonne, de la deuxième moitié du XXe siècle, mais sans jamais entrer dans les problèmes philosophiques grâce à sa posture de sociologue. Et donc moi, en tant que philosophe, quand je lis Bruno Latour, j'ai envie de lui poser des questions auxquelles ces livres ne me répondent pas. D'accord, effectivement. Alors revenons maintenant sur l'aspect matériel, c'est effectivement intéressant. On pourrait d'ailleurs faire une émission avec un spécialiste de ces grands scientifiques du domaine de la sociologie sur ce sujet-là, effectivement. Revenons sur le sujet, vu que vous avez un bagage technique et technologique aussi, donc sur cet aspect environnemental de la technique et de ces techniques qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour la question parce que je crois que c'est un point essentiel quand on parle d'intelligence artificielle, de s'intéresser à l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on peut avoir à l'esprit que ce sont des choses immatérielles, mais en réalité, ce sont les choses les plus matérielles qui puissent exister. Étant donné que cela suppose à la fois, comme on l'a pu le dire lors de la précédente émission, de grandes quantités de données qu'il faut pouvoir donc extraire, qu'il faut pouvoir stocker et qu'il faut pouvoir calculer,
eh bien, cela suppose le développement non seulement d'objets, d'outils, mais d'infrastructures planétaires permettant cette extraction, cet acheminement et ce calcul. Et bien qu'on pourrait encore aussi penser que cela reste des phénomènes marginaux, en réalité, du point de vue statistique, ce sont des évolutions techniques majeures concernant l'impact environnemental. Pour donner quelques chiffres, on considère à l'heure actuelle que les émissions en gaz à effet de serre de ces infrastructures-là consistent entre les estimations varient, 2,5 et 3,7% des émissions mondiales. Donc c'est conséquent. Et puis l'autre élément, s'il fallait en retenir que quelques-uns, je crois, c'est l'exploitation ou l'extraction de terres rares nécessaires à la fabrication des composants électroniques de ces qu'on appelle data centers, et notamment, on peut penser au silicium évidemment, le gros cuivre, mais aussi le cobalt, le nickel, le gallium, qui supposent pour être extraits d'utiliser à la fois beaucoup d'eau et surtout d'extraire d'énormes quantités de terre, puisque ces éléments chimiques ne sont présents qu'en très faible quantité. Quelques pourcents, ou même pas 1%. Exactement. On peut revenir aussi sur le terme terre rare. Là aussi, c'est un terme qui est très très utilisé, mais qui est totalement impropre, parce que quand on regarde ce que l'on extrait, ce sont des métaux. Ce sont essentiellement des métaux, mais elles ne sont pas si rares que ça, il y en a partout, pratiquement partout, on trouve effectivement. Mais en quantité infime. Mais partout dans des quantités infimes. Il y a des endroits où c'est un tout petit peu plus. Il y a aussi ce là. Et ça, faut pas l'oublier. Faut pas oublier, je pense, que quand on est avec sa tablette, son ordinateur ou son portable, et puis qu'on tape un message ou qu'on émet un prompt, il faut savoir qu'effectivement, on assure, enfin, on contribue, si vous voulez, à la nécessité de cette production énergétique majeure. Par exemple, en France, de kaolin, on va extraire ça, il y a 1% du lithium. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du reste? Il y a aussi ce volet-là, on va les remettre dedans. Enfin, je sais pas, on a vraiment l'impression qu'on marche un peu sur la tête quand même. Et il ne faut surtout pas, je pense non plus, Claude, aborder le problème comme étant un problème spécifiquement français. Il est international. Parce qu'il y a une chose qui est extrêmement inquiétante, c'est la fragilité des réseaux techniques et technologiques qui alimentent l'ensemble du dispositif. Il y a la semaine dernière sur Courrier International un article d'origine britannique qui aborde ce sujet-là. C'est effectivement, tout peut s'écrouler très très vite. Il n'y a pas que la finance, on en parlera peut-être un petit peu de la finance. Si je peux me permettre, j'aimerais ajouter aussi deux autres éléments concernant ce qui doit être extrait pour que ces logiciels fonctionnent, qu'on oublie trop souvent. Le premier, c'est la main-d'œuvre dans les pays du Sud global, puisque ces algorithmes comme ChatGPT, pour fonctionner, supposent un calibrage qui ne peut être fait que par l'homme. C'est-à-dire qu'il s'auto-paramètre, puis il est calibré, ce qu'on appelle le fine-tuning. Et ça, c'est une main-d'œuvre terriblement exploitée dans les pays du Sud global, dont on ne parle jamais. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et on l'a un peu évoqué, c'est qu'il y a aussi, évidemment, une extraction alors moi je l'appellerais comme ça, des données psychiques des individus. C'est-à-dire que ce qui nourrit les datasets, donc les banques de données à partir desquelles ces algorithmes sont entraînés, ce qui nourrit ces banques de données, c'est ce qu'on produit nous-mêmes, tout à chacun, quand on utilise ces outils. Ce qu'on est en train de dire. Exactement. Et donc, par conséquent, la productivité des outils communs, comme Facebook, comme n'importe quel outil Microsoft, la productivité de ces outils est fondée sur leur capacité à nous faire produire quelque chose. Et donc, on se croit comme consommateur, mais en réalité, nous sommes producteurs. Bien, donc effectivement, on ouvre là à nouveau, je pense, un nouveau champ en tant que tel. C'est-à-dire que on a vu l'aspect technique et technologique avec les conséquences à caractère environnemental. Là, on est en train de voir le fait que, finalement, l'espèce est ressource pour l'ensemble de ce dispositif technique et technologique. Et en quoi cet état de fait, parce que je pense qu'il est difficile de le contester, peut avoir une influence sur l'évolution, effectivement, de l'organisation de nos sociétés et des comportements. Là, je pense que là aussi, vous avez quelque chose à dire. En tant que Alors, c'est une question très difficile parce que c'est une question de prospective et je n'irai pas sur ce terrain. En revanche, d'un point de vue, disons, philosophique, je peux peut-être éclairer l'élaboration de la question. Puisque
évidemment, nous sommes pris dans cette accélération technologique qui nous amène immédiatement à penser qu'il y a là quelque chose de tout à fait nouveau, que désormais nous risquons d'être dépassés. Or, la philosophie des techniques nous apprend que tout objet technique depuis la préhistoire est un dépassement de l'homme. La production du biface, c'est la production d'un outil qui dépasse l'homme, puisqu'avec ma main, je ne peux pas couper comme un biface peut couper. Et donc, l'enjeu n'est pas de savoir si nous serions désormais dépassés, nous avons toujours été dépassés par la technique, c'est sa définition même. La question est plutôt, comment nous pouvons... alors, Bernard Stiegler utilisait le terme adopter. Comment nous pouvons adopter les nouveaux objets techniques dans les structures sociales, les institutions, la famille, l'État, etc., et les structures psychiques, nos représentations, la manière dont nous réfléchissons. Comment pouvons-nous adopter ces nouveaux objets dans nos structures sans déstabiliser ces structures? Et donc, l'enjeu est celui-là. La question serait donc, dans quelle mesure l'apparition de ces nouveaux objets techniques risque de déstabiliser nos structures psychosociales? Peut-être Jean-Yves, vous avez quelque chose là-dessus. Vous avez pris quelques notes. C'est très darwinien, cette stratégie nouvelle, par essai erreur. Darwin serait sûrement très content d'assister à tout ça, parce que c'est ce qu'il avait littéralement prévu dans l'évolution du vivant. Et en même temps, la génétique, ça a été quelque chose d'essentiel pour comprendre pourquoi les animaux, les plantes, enfin, bactéries, tout ce qui était vivant pouvait évoluer. Et il y a un tas de choses qui paraissaient, la génétique c'était pur et dur, c'était le mâle apportait la moitié des informations, la femelle l'autre moitié, et on n'en parle plus. Et on s'aperçoit que maintenant, il y a des choses qui ne sont explicables que si on parle d'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur l'individu. Donc, tout ce qu'on raconte là, enfin moi je ramène toujours tout à l'écologie, parce qu'en effet, c'est comme ça que ça doit être. Le vivant, il a des contraintes, cher monsieur. Le vivant a des contraintes contre lesquelles il ne peut pas lutter. Mais je pense que dans ces domaines de l'intelligence artificielle, évidemment, il y a les risques dont on vient de parler d'un point de vue environnement général, puis il y a tous les avantages qu'on peut tirer dans la compréhension. On en parlait sur la qualité de l'information qu'on peut tirer d'une image, avec plusieurs millions de différences de couleurs, si j'ose dire, qu'un spécialiste ne verra pas, mais que l'intelligence artificielle est capable de percevoir si on l'a entraîné pour ça. Donc oui, c'est comme une médaille, quoi. Il y a la face pile et la face face. Ou comme Janus, avec un visage souriant d'un côté et puis plutôt mauvais de l'autre. Donc là, il faut qu'on arrive à gérer cette question-là. Si tous les humains sont-ils foncièrement bons? D'ailleurs, c'est une belle question, ça. Si tous les humains qui se servent de l'intelligence artificielle le faisaient pour le bien-être du système humain, je crois qu'on pourrait applaudir des deux mains. Oui. Malheureusement, je crois qu'on est à 50-50. Alors, si je peux répondre à ça, je crois qu'il y a un présupposé dans votre question, pardon de le lire comme ça, c'est ce qu'on appelle la conception instrumentale de la technique. C'est-à-dire qu'il y aurait l'objet technique et l'enjeu, ça serait l'intention de celui qui l'utilise. Non, je crois plutôt qu'il y a un milieu technique. Et le milieu technique conditionne la manière dont on interagit avec les autres, la manière dont on réfléchit, la manière dont on se rapporte à soi-même. Et donc, l'enjeu n'est pas l'usage de l'objet technique. L'enjeu est la présence de l'objet technique tel qu'il configure les structures psychosociales. Oui, effectivement. Alors, comment s'organiser pour que, justement, ce milieu soit plutôt positif? L'enjeu est celui de la manière dont ces nouveaux objets techniques nous permettraient alors je le dirais de manière très très générale, nous permettrait de mieux comprendre le fait que ce que nous sommes, du point de vue même de l'évolution biologique, que ce que nous sommes a toujours dépendu de l'évolution des techniques.
puisque Homo sapiens arrive après la constitution des milieux techniques, bien après, 1 million d'années plus tard. Et d'autre part, plus concrètement, de comprendre que l'ensemble de nos institutions se sont constituées en raison de milieux techniques. Et donc, que la modification des milieux techniques implique nécessairement la transformation de nos institutions. Et si on ne pose pas les problèmes dans ce terme-là, si on se dit nos institutions doivent s'adapter à l'évolution technique, non, il faut plutôt penser comment les institutions peuvent s'appuyer sur ces objets techniques pour se transformer elles-mêmes. L'enjeu ici est d'ordre politique, c'est-à-dire que c'est à la volonté populaire ou à la souveraineté du peuple de trouver les moyens d'adopter ces nouveaux objets. Voilà, du côté d'Aldebert, qu'est-ce qu'il pense des algorithmes? Oui. Au milieu des réseaux tous azimuts, vous souvenez-vous de ces années-là, quand on mettait 3 ou 4 bonnes minutes pour afficher le 36-15 ULA. Les algorithmes c'était mieux avant. Aurait pu nous chanter Francis Cabrel avec sa moustache. Aujourd'hui on se dit les 2 pieds dedans. Mais quel visionnaire ce George Orwell. Tellement on se ressemble. Avec mon ami Google, Tellement on vit ensemble, qu'on vit tout seul. Tellement, 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 Google, tellement, 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 tout seul. Mais non, t'es pas tout seul, je suis là. Oh, merci Fred. Et nous les citoyens du sans contact, nos téléphones en guise de drapeau. Ah, s'ils pouvaient nous lâcher la grappe. Ah ouais. Moi j'ai l'algorithme dans la peau. Oh, t'as fait un jeu de mots. Qu'il est bon, qu'il est savoureux, de pouvoir partager ad libitum. Oh, ça parle en latin, dis donc. Ah ouais, bientôt sur France Culture. Ces petits repas en amoureux, en tête à tête avec son iPhone. Tellement on se ressemble. Avec mon ami Google, Tellement on vit ensemble, qu'on vit tout seul. Tellement, 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 Google, tellement, 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 tout seul, mais là, t'as vu, on a sans prétention. sans écran, sans mot de passe, c'est ce qu'il faut de collectif. Mais là, t'as vu, on a fait une chanson. Avec des grattes en bois et ce qu'il nous reste de tif. Eh oh, parle pour toi. Tellement on se ressemble. Avec mon ami Google, Tellement on vit ensemble, qu'on vit tout seul. Tellement, 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 Google, tellement, tellement, tellement. ta gueule. Oh, t'as dit un gros mot. Oh, pardon les pitchouns. Électron libre, le magazine des problématiques environnementales et sociétales actuelles sur RCF, animé par Claude Farc. Et Michel Crevoisier, notre invité sur l'intelligence artificielle. Paul-Marie. Et un commentaire quand même sur Aldebert. Sur Aldebert, l'enfant du pays en tant que tel. Même si les derniers propos de sa chanson pourraient choquer quelqu'un, je pense qu'il nous met bien dans le sujet. Hein, tout à fait. Le sujet, je le rappelle, c'est intérêt et risque de toutes ces techniques et technologies que sont celles qui relèvent de ce que l'on appelle, je pense improprement, l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou qu'elle ne le soit pas. Bien, et donc, avec notre invité, donc Monsieur Crevoisier, nous allons aborder le dernier sujet. C'est aussi un pavé, mais seulement en quelques minutes, ça va être difficile. Mais enfin, je pense que vous pouvez nous éclairer sur quels sont les premiers travaux aujourd'hui sur ce qu'on appelle les dégradations cognitives, sur l'apprentissage. On entend beaucoup parler du risque qu'il y a à ce que des étudiants, des lycéens, voire même des collégiens, utilisent ces techniques et technologies pour faire les devoirs à leur place. Oui, évidemment. Alors,
il n'est pas nouveau que les enfants adolescents qui ont à passer des examens cherchent à tricher. Bon. Et que, en un sens, tous les moyens sont bons, y compris les nouvelles technologies. La question n'est donc pas de savoir pourquoi ils le font. Bon. La question est de savoir qu'est-ce que ça change. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Alors, comme on l'a déjà assez bien compris, je crois, l'originalité de ces outils, c'est qu'ils peuvent produire du langage. C'est-à-dire qu'ils peuvent générer à la volée un texte qui ne relève pas du plagiat, puisqu'il ne s'agit pas pour cet outil de copier quelque chose qu'il aurait dans sa base de données. Il est bien en train de générer un texte inédit. Et donc, il n'y a pas la possibilité ici d'avoir la preuve de la tricherie. C'est ça la nouveauté. C'est qu'on ne peut pas prouver que l'étudiant a utilisé cet outil plutôt que son cerveau. Sauf de faire la même question et d'avoir la même réponse. Alors, ce n'est pas possible puisque quand on utilise ces outils, il y a une part d'aléatoire intégrée dans l'outil tel qu'il ne produit jamais le même texte. Même pour la même question. Alors oui, alors on ne va pas savoir s'il a copié ou pas. Non, il n'y a pas de preuve possible. C'est la grande difficulté. Alors ensuite, pour rentrer dans les conséquences concrètes, disons, sur le cerveau des gens, on a peu de recul. Donc il existe des études, mais je ne dirais pas qu'elles puissent être d'ores et déjà conclusives dans la mesure où il en faut davantage, et la science étant ce qu'elle est, et il lui faut un certain temps pour savoir quel papier est valide. Mais selon les pré-publications, notamment, je pense à une étude de MIT qui est sortie il y a un mois et demi maintenant, une étude de neurologie qui montre que, à travers une étude clinique sur deux populations, une qui utilise ces outils, une autre qui ne l'utilise pas, les populations d'étudiants, celles qui l'utilisent, on remarque que certaines zones du cerveau sont moins utilisées que d'autres, et que la conséquence cognitive de cela, c'est une moins bonne intégration mémorielle de ce qui est appris, et puis d'autre part, une sollicitation moins importante de ce qu'on peut appeler la réflexion en général, et donc, alors le mot est peut-être fort, mais je donnerai ma référence, une forme d'abêtissement des individus. J'utilise ce mot à dessein en référence à l'ouvrage de Anna Lombert, La bêtise artificielle. Effectivement, qui est un ouvrage fort intéressant. Ouais, alors, Jean-Paul Grosbois, tu prends le micro, s'il te plaît. Voilà. Vous nous dites, et j'entends, que l'évolution des sociétés sociales, la société est liée à la technologie et interfère pas depuis aujourd'hui. Mais pourquoi se fait-il que, j'allais dire, un individu comme moi, tout d'un coup, a l'impression d'une faille énorme dans ce qui se passe, et j'y vois deux afflictions profondes. Je vais vous l'illustrer. Je suis allé dans un centre de radiologie où j'ai mis ma carte pour avoir un ticket. On m'a fait attendre devant une dame qui m'a dit d'aller dans une autre salle. J'ai vu juste une personne qui m'a dit « posez vos mains comme ça ». Et je suis ressorti, on m'a fait attendre dans une autre salle. J'ai lu que les résultats allaient être donnés. Je suis allé vers une secrétaire qui m'a donné un dossier, je suis ressorti. Et je me dis, si on pousse à peine plus loin, il n'y a plus de manipulatrice radio, et il y a une voix qui va peut-être me causer pour me dire, voilà ce que je vois dans votre radio. Et je ressors de là. Et je ressors de là avec une profonde solitude. J'allais dire, profonde solitude, avec une inquiétude aussi parce que j'ai l'impression que tout un chacun y va parce qu'il faut être de son temps, sans trop se poser de questions. Et puis une grande peur, c'est que vous dites le politique est là pour réguler ça. J'ai l'impression que l'économique a un poids bien supérieur aujourd'hui à nos capacités politiques ensemble de réguler. Voilà. Alors je ne suis pas sûr que le politique soit là pour réguler ça. En tout cas, le politique existe et on peut idéalement lui donner cette fonction. Alors, votre question est délicate dans la mesure où, en réalité, elle touche au problème de l'intergénérationnel. Si je peux me permettre, bien sûr. Vous avez dit de notre temps, de mon temps, c'est une affaire de génération. Comme toujours,
Bien Voilà. Pour reprendre l'exemple antique, Socrate et Platon. Socrate était analphabète. Platon, donc on est au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Platon, lui, savait écrire. Platon écrit les dialogues de Socrate et un de ces dialogues met en scène ou en abîme cette différence-là avec deux positions. Celle disant il faut bannir l'écriture parce qu'elle risque d'atrophier la mémoire. Et l'autre position disant au contraire, ça va nous permettre d'être plus rigoureux dans ce dont on va se souvenir et de pouvoir réfléchir avec davantage, on dirait aujourd'hui, de données. La même chose avec l'imprimerie. Et la même chose avec l'imprimerie. Oui. Autrement dit, ces questions sont d'ordre générationnel. J'ajoute qu'il faut préciser, générationnel signifie concrètement ici qu'une génération, c'est d'abord une manière dont le cerveau s'est structuré, le cerveau et le corps, et les relations sociales. Et la manière dont le cerveau, le corps et les relations sociales se sont structurés pour une génération dépend des conditions techniques de cette génération. Vous, si je peux me permettre, vous êtes né dans un monde où ces technologies n'existaient pas. Donc votre corps, vos relations sociales et votre cerveau est en décalage avec le monde d'aujourd'hui. Moi aussi, on est toujours en décalage. Mais peut-être qu'il y a une accélération. Peut-être que l'évolution des techniques est dans une accélération telle que dans une même génération, les décalages se produisent. Et là, ça pose des problèmes parce que ça peut être entre les étudiants et les professeurs, par exemple. Et cette thèse-là, la thèse qu'il y aurait une accélération de l'évolution technique telle que les décalages seraient trop importants. Trop rapide. Trop rapide pour pouvoir être adoptée, c'est une thèse qui est développée notamment par Bernard Stiegler dans La technique et le temps. Effectivement, donc on a de quoi, je dirais, s'inquiéter quand même par rapport à cet aspect-là. Et si on va sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique, ce qu'on appelle les deepfakes, les infox, etc., et l'utilisation. Alors, on parle de réseau, mais on ne parle pas, j'ai l'impression que le commun des mortels ne fait pas le lien entre tout ce qui relève de cette technologie et puis la seule technologie des réseaux. Alors là, on peut avoir votre point de vue, vos remarques, vos interrogations. C'est aussi un point important, c'est-à-dire que du point de vue des usages, l'usage massif de ces technologies consiste à l'heure actuelle dans la production de textes, d'images et de sons qui inondent, alors on peut dire Internet en général, et en particulier les réseaux sociaux, les plateformes, y compris les plateformes journalistiques, y compris les plateformes éditoriales. Ici, le problème, je crois, n'est pas exactement le problème de la tromperie sur la marchandise, si j'ose dire, puisque ça a toujours existé. C'est une marchandise, oui. En revanche, la difficulté est d'ordre idéologique. C'est-à-dire que l'usage qui est fait, les personnes qui ont les moyens de produire en masse ce type d'images, de sons, etc., générés par les IA, ce sont des personnes qui ont un programme idéologique précis. Et cela, du coup, est mis au service d'ambitions politiques, d'ambitions économiques et d'ambitions aussi cognitives en général. Je crois que c'est plutôt de ce point de vue-là, la question étant, du coup, qui a les moyens d'un usage massif de ces outils ? Et donc là, vous ouvrez, parce qu'on arrive au terme de cette émission, vous ouvrez la conclusion que j'avais plus ou moins préparée en tant que telle, puis finalement, non, je reviens sur une source, c'est le fameux livre de Anna Lombert de la bêtise artificielle, dans son dernier chapitre de conclusion, et elle précise, et là je la cite, « Même si la puissance financière et industrielle des seigneurs de la guerre numérique semble sans limite, l'acharnement avec laquelle ils s'en prennent à l'Europe, donc nous, entre autres, nous dit qu'ils la considèrent tout de même comme un obstacle à la mise en œuvre de leur plan. Ce qui sous-entend qu'on a peut-être encore le temps de réagir, de s'interroger et effectivement de construire. Et je terminerai par sa dernière phrase de ce remarquable ouvrage. À l'heure où la bêtise artificielle relève tous ses dangers, l'intervention d'une nouvelle civilisation industrielle attend de se concrétiser par-delà les sombres lumières des technosciences et du marché. Et je trouve qu'effectivement, il faut partir sur une note quand même positive en disant ne rejetons pas tout, soyons lucides et effectivement prenons le temps de la réflexion par rapport à tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui se dit. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Merci.